Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a 33 ans exactement, Amadou Ahidjo, premier président de la République du Cameroun, démissionnait de ses fonctions. 48 heures après, son successeur constitutionnel, Paul Biya, prenait les rênes, plaçant son règne sous le signe de la rigueur et de la moralisation. Des concepts rebaptisés le renouveau. 33 ans après, que vaut le renouveau? 3 décennies après, que valent les concepts de rigueur et de moralisation? 237, le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci de nous retrouver chez vous. Alors pour ce débat ce soir, nous avons invité sur le plateau des hommes politiques et des politologues. J'introduis tout d'abord Maître Kakak. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci également à vous d'être venu, Célestin Ndiamène. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à toutes celles et à ceux qui nous regardent en ce moment. Je suis bien sûr Equinox et je vous remercie d'être de nouveau sur ce plateau aujourd'hui. Merci donc de nous rejoindre, Célestin Ndiamène. Vous êtes homme politique, vous êtes bien évidemment conseiller municipal SDF à Douala 1er. Merci également à vous d'être venu sur ce plateau. Maître Joseph-Claude Biliga, bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes également homme politique, on ne le dit pas très souvent. Militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Conseil municipal à la commune de Ndom, depuis Voilà. 13 ans. Merci. Merci également vous d'être venu, docteur Ambroise Arisoma. Bonsoir. Bonsoir Duval, je crois que de 1982 à 2015, que le temps passe très vite. Donc permettez-moi, puisque nous sommes dans un débat citoyen, de me décharger d'un devoir de convivialité et de civilité. Donc je salue respectueusement les éminents panélistes qui sont avec moi sur ce plateau. J'espère suffisamment que nous allons éclairer la lanterne des Camerounais très nombreux qui nous écoutent à l'instant. Merci, docteur Arisoma, d'être venu. Vous êtes juriste publiciste et vous êtes enseignant à l'université de Douala. C'est bien cela? C'est bien cela, c'est moi. Merci, messieurs, de nous avoir rejoints. Je vous pose la toute première question, Maître Joseph-Claude Biliga. Vous vous souvenez de ce 4 novembre 1982? Quel souvenir en avez-vous gardé? Je me souviens de cette date comme si c'était hier. J'étais étudiant à l'université de Yaoundé en 3e année. J'entamais la 3e année donc. Et j'étais parallèlement enseignant vacataire dans un collège privé, dans un cours du soir qu'on appelait Nova et Vetera à l'école publique de Messa. Et le soir, après les cours autour de 20 h, nous avions l'habitude de passer par le camp Sikh, Messa. Nous traversions le carrefour Lissouk. On entrait par le camp Nieyap de gendarmerie. On ressortait de l'autre côté de Mélène au niveau de l'école polytechnique. Nous entrions dans le campus et nous sortions au niveau de ce qu'on appelle Orly, le restaurant, l'ancien restaurant universitaire. Et moi, j'habitais au niveau entre l'ancienne carrière et le quartier qu'on appelait Vladivostok. C'était donc le trajet classique. Le trajet classique. Alors ce 4 novembre... Dans ce 4 novembre, je sors, comme d'habitude, et je commence à partir, mais je me rends compte qu'il y a une musique d'André Maritala qui annonçait le journal qui passait en boucle. Et on sentait qu'il y avait à un moment donné la peur. Quelle heure était-il? Il était plus de 20 h, 20h15, 20h10, 20h15 par là. Donc quand j'arrive en fac, au niveau de l'université, tout le monde est dans sa chambre. Nous écoutons le discours du président de la République, Amadou Ahidjo, et juste après, nous sortons tous au niveau de nos vérandas. Il n'y a pas de fusion de joie, il n'y a rien du tout. Nous avons peur. Tout le monde a peur. Alors, on revient peut-être sur le sentiment qui vous a habité à ce moment précis tout à l'heure. On va peut-être de la parole aux autres. C'est les Saint-Germain, ça vous rappelle quoi? Ce 4 novembre 1982, je me souviens, j'étais jeune élève au lycée Josse. On avait l'habitude de rentrer toujours à pied, parce que le matin, on prenait le bus à 25 francs à l'époque. Vous voyez, ça remonte un peu. Mais à chaque fois qu'on rentrait de l'école, c'était toujours à pied, avec une bande de copains. Donc on arrive au niveau de la salle de fête d'Aqua, on a continué Bessinguin. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai un peu traîné. Donc j'arrive à la maison vers les 20h05, 20h10. C'était pas encore l'époque des journées continues, c'était 2 fois l'école, je crois. Oui, effectivement.
Mais ce jour-là, donc j'arrive un peu tardivement à la maison. D'ailleurs, tous mes frères et sœurs étaient au salon qui prenaient déjà leur repas. Et chose bizarre, je suivais toujours le journal à 20h. Et effectivement, j'arrive, 20h passées, il n'y a pas de journal. Et puis j'entends la musique qui annonçait le journal en boucle. Alors là, je vous garantis que j'ai pas pris peur, mais j'ai trouvé ça assez curieux, assez bizarre. C'était jamais arrivé avant. Jamais arrivé avant. Donc je pressentais quelque chose de pas banal, quoi, en fait, de pas commun. Et effectivement, quelques instants après, j'ai entendu la voix grave du président Ahidjo. Chers compatriotes, chers Camerounaises, chers Camerounais, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République, etc., etc. Et effectivement, ça fait comme un choc terrible. Et tout d'un coup, mes parents, mon père et ma mère sont venus, tout le monde autour de la radio, et on s'est demandé qu'est-ce qui allait se passer le lendemain. Alors, parce que c'était vraiment un père extrêmement craint à l'époque, et effectivement, quelques temps après, ça a fait l'objet des choux gras dans les foyers. Maître Kaka. Oui, c'est Duval. Le 4 novembre 1982, je me rappelle très bien, j'étais élève en classe de 5e, en classe de 5e au lycée des ECA. Effectivement, j'avais l'habitude de suivre le journal des 20h. Ce jour-là, je suis arrivé à la maison, j'étais avec des camarades de classe. On a suivi le générique du journal, qui était à l'époque une musique d'André Maritala, 20 ans de progrès, 20 ans de paix, qui passait, mais curieusement, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, ça passait plutôt en boucle, pendant près de 20 minutes. Effectivement, la peur s'est emparée de nous, on se disait qu'il y avait quelque chose d'anormal qui pouvait arriver. Effectivement, quelque chose comme 20 à 25 minutes après, le président Ahidjo annonçait sa démission dans un discours, j'allais dire, mémorable, mais qui brillait quand même par sa simplicité, par son caractère concis. C'était un discours très concis, mais vraiment, après ce discours, la peur s'est emparée de tout le monde. Alors, docteur Essomba, vous vivez cela au Cameroun ou ailleurs? Comment ça se passe? Je dois dire que je suis à la CIL. À la CIL, je ne peux pas vous imaginer. Fort curieusement, je suis plutôt étonnamment marqué par l'attitude de mon père, qui à 20h a interdit à tout le monde de sortir, et nous demandant, nous exigeant de rester à la maison, que certainement il y a quelque chose qui n'allait pas, et de peur qu'il arrive un mal aux enfants. Il nous a tous cadrés, cadenassés à la maison, et on ne comprenait rien. Vous savez, on savait qu'à la base, un maître d'école primaire brille toujours par sa rectitude et son autorité. Mais c'est quand le discours commence qu'on se rend compte, on était tout petit, je vous dis bien, j'avais 5 ans, je continuais de courir de part et d'autre de la maison, mais j'ai vu un père sans réaliser quelle était la gravité de la situation, un père concentré, et à un moment donné, après le discours qui était bref, comme l'ont signalé les autres panélistes, c'est là qu'il s'est un peu, comment dire, décongestionné, et il a demandé aux aides d'aller se coucher. Donc voilà comment on vit le 4 novembre 1982, nous sommes à Bafia. Alors, Maître Jacques Lebillet, selon qu'un sentiment de peur, c'est la peur, c'est la joie, c'est quoi? Mais c'est un sentiment de peur. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas vécu l'époque du président Amadou Ahidjo ne peuvent pas comprendre. Il inspirait de la peur. Ah oui, ça c'est sûr. De la peur. Et je me rappelle, moi, je suis arrivé en fac, j'ai trouvé qu'il y avait une grève qui avait eu lieu. Et cette grève-là, il était venu, quand il était fatigué, il a dit « L'ordre régnera par tous les moyens ». Le lendemain, tous les étudiants étaient rentrés au campus. C'est-à-dire qu'on avait peur de lui. Et je me rappelle que quand j'arrive en fac, en 81, la première chose que mon oncle, qui était mon parrain, me dit, pas de politique. Tu es venu faire l'école, tu ne fais que l'école. Tu n'entres pas dans les mouvements associatifs, tu n'entres pas dans les syndicats, tu ne fais absolument rien parce que si tu le fais, on t'attrape. On t'attrape, on t'envoie à Tcholiré, on t'envoie à Yoko, on t'envoie un peu partout, ce sera compliqué pour toi. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, on a eu des personnes, parmi lesquelles des confrères, qui sont d'ailleurs là aujourd'hui, qui à 17 ans avaient été arrêtés librement et envoyés dans les centres de concentration, dans les centres de redressement à Yoko, à Mantoumé et autres, dont nous avions peur. Donc lorsque le président Ahidjo démissionne, sans qu'il y ait eu des signes annonciateurs de cette démission, on se dit sans doute qu'il doit avoir une arme posée au niveau du tympan, de la tempe. Parce qu'on ne comprend pas que
n'ayant pas compris, n'ayant pas suivi un seul instant qu'il était malade, n'ayant pas suivi qu'il avait... En tout cas, rien ne présageait, et que d'une manière subite, une telle décision, alors qu'il n'était pas vieux. Le président Ahidjo avait 58 ans. Tout à fait. Vous pouvez imaginer aujourd'hui, non, 58 ans, c'est un jeune homme. Donc, qui viennent à démissionner sans aucun signe annonciateur, on avait peur. Alors, Célestin Diamel, peut-être avec l'ambiance, la situation politique à l'époque, est-ce que ça devrait plutôt pas inspirer une espèce de joie pour ceux qui étaient en exil, pour tous ceux qui aspiraient à beaucoup plus de liberté? Est-ce que c'était également autour de vous une ambiance de peur, d'appréhension? Disons que moi, à cette époque-là, jeune élève au lycée, Jos, on venait de suivre, je crois, 2-3 ans plus tôt, le coup d'État de Marian Ngouabi au Congo. Et un an après, je crois que c'est Senghor qui a démissionné. Donc on était partagé entre la peur... Le coup d'État contre Marian Ngouabi. Oui, contre Marian Ngouabi, Sassou Nguesso, je crois. C'était Yombo Pango. Yombo Pango. Qui était venu au pouvoir. Après avoir été assassiné enfin, il y a un coup d'État quelques temps après, j'étais jeune, j'étais petit. Voilà. Et donc, en 1980, Senghor qui démissionne, maintenant dans un contexte extrêmement positif, il est âgé, il est fatigué, il passe au pouvoir de façon sereine à Diouf. Et puis, c'est vrai qu'avec Ahidjo, il venait de construire le palais de l'Unité, qui était flambant neuf, dont personne ne pouvait imaginer qu'il construit un aussi beau palais pour le quitter. Personne ne pouvait l'imaginer. Et tout d'un coup, boum, il démissionne. Là, franchement, je peux te dire, Duval, qu'on était vraiment saisis de frissons. Et encore aujourd'hui, je me pose la question, vraiment, ce que les gens pouvaient penser à l'époque. C'est vrai que, par rapport à cet injupéciste qui était exilé, c'était plutôt une bonne nouvelle. Parce que Ahidjo a représenté pour eux, quelque part, le suppôt de la France colonisatrice à l'époque. Donc c'était comme une bouffée d'oxygène pour eux que le dictateur s'en aille, entre guillemets. Mais j'assure qu'à l'époque, Ahidjo est un président particulièrement craint. Aujourd'hui, Biya, c'est rien du tout par rapport à la peur qu'inspirait Ahidjo à l'époque. Donc c'était un homme qui en imposait déjà par son charisme, par son autorité naturelle. Et donc, on se demandait à quelle sauce on sera mangé le lendemain. Donc en vérité, on laissait tout ça à la réflexion des grands, des parents et des grands frères. Et finalement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que Ahidjo a peut-être regretté son départ, puisqu'après, il a voulu rester président de l'UNC. Et malheureusement, il s'est rendu compte que M. Biya n'était pas un président malléable. Et ce qui a créé cette crise de bicéphalisme au sein de l'État, jusqu'à son exil à Nice. Alors, Maître Kaka, qui a certainement, je veux dire, c'est vrai que vous êtes encore assez jeune, mais peut-être avec le recul aujourd'hui, ce discours, quand vous l'analysez, qu'est-ce qui retient le plus votre attention, ce discours de démission du président Ahidjo? Effectivement, Duval, ce que vous posez là comme question me semble assez pertinent. Parce que lorsqu'on a lu ce discours du président Ahidjo, il y a des choses assez intéressantes et assez saillantes qui sont à l'œil nu, notamment le bilan, parce que quelque part il fait son propre bilan. Il a parlé de son économie qui était en croissance continue. Des finances saines. Il a parlé d'une justice sociale en amélioration. Il a parlé d'une unité nationale consolidée. Bref, il a fait un bilan positif de son règne. Donc, à ce moment précis, beaucoup de gens, parce que tout à l'heure vous avez posé cette question, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui va se passer, ou alors qu'est-ce qui a dû motiver cette décision de démissionner. Donc pendant les 2 jours, parce que dans son discours, il annonce que son successeur constitutionnel, c'est-à-dire le président Paul Biya, va prendre le relais, va prêter serment le 6 novembre. Il a dit dans le discours. Et ce 6 novembre, c'est un samedi? C'est un samedi, parce qu'il démissionne effectivement un jeudi. Donc entre jeudi et samedi, tout le monde a peur. Personne ne sait ce qui va se passer samedi. Ce n'est qu'après le discours, je peux dire le discours d'investiture du président Biya, que les gens commencent à reprendre leur sérénité. Donc ce qui m'a marqué, c'est le bilan positif qu'il a fait de son règne, ça c'était un fait marquant. Et maintenant, lorsque le président Biya, je me rappelle une phrase, parce que moi j'avais suivi le discours d'investiture du président Biya. Il a dit, mon prédécesseur n'a jamais failli, je n'y faillirai point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'inscrivait dans la continuité de l'action de son prédécesseur. Ça, c'est des faits qui m'ont marqué et c'est des choses qui m'ont amené à être très attentif à l'évolution de l'histoire politique de mon pays. Alors, docteur Essomba, en écoutant donc ces extraits du discours d'investiture de Paul Biya, on a donc le sentiment qui s'inscrit dans la continuité. D'où viennent donc les concepts de renouveau, de rigueur et de moralisation?
Justement, Duval. Parce qu'en réalité, lorsqu'on entend renouveau, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, il y a quelque chose qu'il faut... Vous savez, en réalité, moi, je voulais resituer le contexte. La venue de Paul Biya comme président de la République n'est pas une chose anodine. Il faut avouer, il faut le dire aujourd'hui aux Camerounais, c'était quelque chose de préparé. Parce que quand on assiste à la révision du 9 mai 1975, qui réinstaure le poste de Premier ministre... La révision constitutionnelle. Du 9 mai 1975, qui réinstaure le poste de Premier ministre qui avait disparu en 1972, parce qu'on a fait revenir la vice-présidence. En 1979, le 29 juin 1979, il y a une révision constitutionnelle en son article 7, alinéa 2, qui précise que en cas de départ ou de démission ou de vacances du pouvoir suprême, celui qui en est chargé d'en assurer l'intérim et tout le temps, après toute la durée du mandat restant, c'est le Premier ministre. Or, c'est la première fois que dans un État, celui qui succède à une autorité élue est une autorité nommée. Donc, en réalité, les Camerounais n'ont jamais perçu. C'est la première fois qu'on a dans une lecture, une écriture constitutionnelle, le remplaçant qui est nommé, qui remplace quelqu'un qui est élu par le peuple. Et c'est pourquoi la révision de 1979 n'est pas ex nihilo. Elle était une révision taillée sur mesure, justement sur la personne. Alors, peut-être, avant de vous permettre de continuer, pour bien expliquer, vous dites, en 1975, le président de la République fait modifier la Constitution. Cette modification de la Constitution change le régime politique, enfin le système politique. De succession, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on était sur un système de président avec un vice-président, dont désormais on instaure un poste de Premier ministre. Oui, bien cela? Oui, la présence du poste de Premier ministre en fait ne bousculait en rien ou ne modifiait pas substantiellement l'autorité du président de la République. C'est-à-dire que ce n'était qu'une institution en réalité déconcentrée, c'est-à-dire qui était une institution d'appoint à l'action du président. Non, ce que je veux comprendre peut-être pour les téléspectateurs, c'est qu'il crée d'abord le poste de Premier ministre, ensuite il modifie la Constitution pour faire du Premier ministre son oui, ça veut dire qu'en réalité, la loi constitutionnelle du 9 mai 1975 vise à restaurer la fonction pluriministérielle qui avait disparu. Et donc, celui qui occupe cette institution-là, c'est donc le président Paul Biya, qui sort justement de la présidence de la République, où il était secrétaire général. Maintenant, ah oui, parce que depuis 1972, il y avait un poste de président et un poste de vice-président. Voilà. En tout cas, depuis le 20 mai 1972, avec l'unification. Voilà, donc en 1979, on arrive à l'une des révisions aujourd'hui qui a marqué l'histoire institutionnelle de notre pays, qui fait donc du Premier ministre le successeur constitutionnel. Et c'est pourquoi la doctrine majoritaire au Cameroun, le professeur Ndonfak, le professeur Magloire Ndoa, se sont accordés pour reconnaître qu'on avait donc droit à un dauphin constitutionnel. Parce qu'en réalité, le président de la République, Paul Biya, devient président de la République en interprétant la Constitution, c'est-à-dire la loi constitutionnelle du 29 juin 1960. Alors cela signifie donc, Maître Biliga, que le président Ahidjo a tracé un boulevard au président Biya. Oui. Enfin, pour enchaîner, pour un peu reprendre ce que le docteur Sombo vient de dire, il faut noter quand même que lors du congrès de la maturité en 1975, ici à Douala, c'est à toute occasion qu'on construit la maison du parti, le président de la République, Amadou Ahidjo, je ne veux pas dire menace, dit à ses militants qu'il veut démissionner. En 1975, il veut démissionner. Et il y a une démarche, je ne sais pas si elle est théâtrale, mais il y a des gens qui vont le dire, non, ne démissionnez pas. On peut donc imaginer que dès ce moment-là, il se met en tête qu'il faudra bien qu'un jour qu'il parte. Et donc, la suite de la modification, la nomination du Premier ministre, et pas la suite, le fait que ce Premier ministre devienne un dauphin constitutionnel, peuvent être considérés comme, en fait, la suite logique de cette démarche qui tendait à dire que le président de la République avait dit qu'il ne s'éterniserait pas au pouvoir. Alors, je dis quand même également, peut-être pour dire que, en plus du Cameroun, il y a quand même eu, avant le Cameroun, il y a eu le Sénégal, mais il y a également eu la Tanzanie, où le président Jules Nyerere décide de partir de lui-même. Donc, en fait, nous ne sommes pas les premiers à partir de ce Cameroun qui ouvre le bal de ses départs avant terme. Donc, et je pense donc que le président Amadou Ahidjo, qui avait la possibilité de nommer quelqu'un d'autre. Ah oui, justement, sur la question. Il avait la possibilité de nommer quelqu'un d'autre. Il y avait à l'époque au moins... On parlait de Samuel Ebois, on parlait de Haïssi Vondo, qui revenait très souvent. Il n'était pas exclu
que même le jour, la veille, même le 4 novembre, qu'il nomme un autre Premier ministre avant de démissionner. Rien ne l'empêchait de le faire. D'une manière, il aurait bien pu, la veille, nommer un Premier ministre, qui devait être soit Eboa, soit Victor Aïssi-Vodo, et comme cela, démissionner. C'est cela qui devait venir prendre la place qui est occupée aujourd'hui par le président de la République. Mais je pense qu'il avait préparé le président Paul Biya depuis longtemps, qui avant d'être Premier ministre est secrétaire général du service, le secrétaire général de la présidence. Donc il connaît assez bien les rois de l'administration. Alors, Célestin Germain, de votre point de vue, pourquoi Amadou Ahidjo? Il y a des noms qui ont circulé, on a parlé de Samuel Eboa, on a parlé d'Aïssi-Vodo, des gens qui visiblement étaient rompus à la haute administration, qui dégageaient un charisme, une certaine aura. Mais pourquoi le président, pourquoi Paul Biya? Bon, je veux déjà rappeler que le concept de renouveau, enfin de moralité et intégrité, n'ont pas été inventés par le président Biya. C'est le président Ahidjo qui l'avait prononcé pour la première fois, je crois, à Bafoussam, le concept de moralité et d'intégrité. Avant de rentrer dans le débat constitutionnel, je pense qu'à l'époque, il y avait un ministre très puissant qu'on ignore peut-être aujourd'hui, c'était Charles Assalé. C'était un ministre extrêmement influent. Et d'ailleurs, l'histoire nous apprend aujourd'hui qu'il avait beaucoup pleuré parce qu'il ne voulait pas de la démission du président Ahidjo, notamment peut-être grâce au rapport personnel qu'il avait avec le président Ahidjo. Mais je pense que le président Biya avait un rapport de paternalisme. Entre Ahidjo et Biya, avait un rapport de paternalisme. Et que M. Ahidjo faisait entièrement confiance au président Biya, enfin au président Biya à l'époque qui était Premier ministre. C'est vrai qu'à l'époque, il n'était pas en odeur de sainteté vis-à-vis de l'entourage du gouvernement. Et d'ailleurs même, et on l'a appris postérieurement, que la première dame de l'époque, Germaine Ahidjo, plaidait effectivement pour Samuel Eboa comme remplaçant de son mari. Mais on ne sait pas pour quelle raison M. Ahidjo s'est entêté effectivement à maintenir M. Biya comme Premier ministre, parce que comme l'a dit Ahmed Bihiga, effectivement, il aurait pu le changer comme Premier ministre et puis nommer quelqu'un d'autre. Bon, il a tenu à le faire, mais je pense que quand on lit bien la politique, enfin la démission de M. Ahidjo à l'époque, on se rend bien compte qu'il ne voulait pas vraiment partir. Parce qu'effectivement, il a voulu faire, par une tentative de projet de loi ou de proposition de loi, faire passer la primauté du président du parti sur la présidence de la République. Malheureusement, le poteau rose a été découvert suffisamment à temps pour que ça ne puisse pas se faire. Donc moi je pense que au départ, il y avait une vraie confiance que le président Ahidjo nourrissait vis-à-vis de M. Biya, mais il s'est rendu compte très rapidement, et rappelez-vous qu'en 1983, M. Biya va à Garoua. Pour son premier remaniement ministériel, c'est Ahidjo qui est la proposition de liste du remaniement ministériel. Alors, et le premier point vient du fait que quand M. Biya remonte à Yaoundé, il fait effectivement son premier remaniement ministériel, mais c'est tout à fait l'opposé de ce que lui a proposé son mentor de l'époque, Ahidjo. Et c'est là que commence la vraie rupture, jusqu'au coup d'État manqué de 1984. Alors, la question, je la posais parce que, et ça transparaît en filigrane justement dans votre analyse. Vous avez parlé des rapports de paternalisme. Est-ce que Amadou Ahidjo, justement, ne voulait pas faire confiance à quelqu'un à travers lequel il voulait continuer à tenir les rênes? Justement, parce que c'est pour ça qu'il s'est entêté, alors qu'il n'était pas vraiment le meilleur parmi ses pairs. Samuel Eboa, Aïssi-Vodo, Charles Assalé, etc. Et d'autres ministres qui avaient vraiment de la poigne au sein de ce gouvernement. Biya était un homme beaucoup plus, qui était plutôt discret, beaucoup plus, plutôt sobre dans ce sérail gouvernemental, même s'il était Premier ministre, mais ça n'augurait pas de sa place de dauphin du président de la République. Donc, on ne peut pas vraiment définir, parce que c'est très subjectif, les rapports qu'il pouvait y avoir entre M. Ahidjo et M. Biya. Toujours est-il qu'il lui faisait une confiance apparemment aveugle, même si après il a décrit comme un homme fourbe, assez, comment dirait, qui a instauré un régime policier. Mais ce qui est sûr, ça moi j'en suis convaincu aujourd'hui, que M. Ahidjo vraiment avait une entière confiance à M. Biya. Mais vous avez raison de souligner qu'il pensait le président Biya malléable. Parce que finalement, quand il fait sa tournée les 10 provinces à l'époque, comme on disait, il veut justement démontrer que l'UNC... 7 provinces, excuse-moi, merci beaucoup. Il veut démontrer effectivement que l'UNC, c'est le socle, le pilier du régime, c'est le parti. Et ce n'est pas effectivement le président de la République. Donc aujourd'hui, après, bon, comme le pouvoir a du goût, bon, ben, l'appétit vient en mangeant, M. Biya s'est dit non, c'est bien moi le président de la République, j'y suis et j'y reste. Sur la question... Oui, sur la question, moi je reviendrai sur les rapports, sur les relations de proximité qui ont existé entre le président Biya et le président Amadou Ahidjo. En fait, moi je pense que ce qui a motivé ce choix,
c'est le profil de l'homme. Le président Biya devient président de la République en novembre 1982. Il y a un aspect qu'il faut mettre en exergue ici. C'était la 30e année de haute administration du président Biya. Le président Biya rentre de France en 1962. Sa 20e année. Oui, la 20e année justement. Ouais. C'est-à-dire qu'il arrive au Cameroun en 1962 et directement il est nommé chargé de mission à la présidence de la République. Il rentre après 6 ans d'études en France. Donc, comme vous diront que, en fait, c'est un garçon qui a été recommandé au président Ahidjo par la France. Dès qu'il arrive, il le nomme directement chargé de mission à la présidence de la République. Et il occupe par la suite toutes les hautes fonctions que vous pouvez imaginer dans la haute administration. Il a été secrétaire général du ministère, il a été directeur de cabinet du ministère, il a été directeur de cabinet du président de la République, ce qu'on appelle aujourd'hui cabinet civil. Il a été secrétaire général de la présidence de la République à 2 fois, et il a été secrétaire général et directeur de cabinet cumulativement, avant de devenir premier ministre. Et effectivement, pour épouser l'analyse du professeur, du docteur Essomba, en 1975, après avoir eu le temps d'apprécier les qualités managériales de ce garçon, il lui a dit, il a décidé de faire de lui Premier ministre de la République. Il institue le poste de Premier ministre, il nomme le président Biya à ce poste, et 4 ans après, plus précisément, le 29 juin 1979, parce qu'en fait, il faut que cela soit dit, c'est une loi qui a été votée par l'Assemblée et promulguée par le chef d'État, qui fait du Premier ministre successeur constitutionnel du président de la République. Alors, et en 1982, effectivement, il décide de démissionner. Mais je reviendrai quand même sur un point qui semble très important. Parce que j'ai eu le privilège de lire l'interview de Mme Ahidjo, Germaine Ahidjo, dans Mutation, je crois que c'était en 2010, où elle a clairement expliqué comment ça s'est passé en réalité. Parce que le président Ahidjo projetait de démissionner aussi bien de la tête de l'État que de la tête de l'UNC. À la dernière minute, c'est une délégation qui est venue, une délégation des ressortissants du Grand Nord qui sont venus. Cette délégation, selon les dires de Mme Ahidjo, était conduite par le puissant gouverneur de la province du Nord de l'époque, Ousmane Mey, le père de M. Alamine Ousmane Mey, qui est aujourd'hui ministre des Finances de Paul Biya. C'est cette délégation qui est venue convaincre le président de la République de garder la tête du parti, tout au moins. Donc en réalité, il était dans la logique de démissionner aussi bien la tête de l'État que la tête du parti. Ça veut dire quoi? Il voulait tout confier au président Biya. Ça veut dire que pour le président Biya, c'était son homme de confiance. Et effectivement, il y avait d'autres possibilités, comme le ministre Aïssi Vodo à l'époque, comme Samuel Lebois, que vous avez cité. Il y avait d'autres personnes. Mais il avait confiance en ce garçon qui, pour lui, a été bien formé en France. Il a maîtrisé tous les arcanes du pouvoir et naturellement, il a adéquat pour devenir président de la République. Maître Biliga, sur la question, sur l'analyse de Maître Kaka, ce qui transparaît, c'est qu'il y a comme une espèce d'hésitation dans la perception, je vais dire, dans la décision que le président Ahidjo veut prendre. Il veut confier et le parti et le pouvoir, et puis visiblement il y a des gens qui freinent des 4 fers et lui proposent de laisser la tête de l'État, mais au moins de garder les rênes du parti pour peut-être continuer à avoir une certaine marge de manœuvre sur la gestion du pouvoir. Oui, mon confrère vous relate l'interview de Mme Ahidjo. On peut imaginer qu'elle peut-être protège son mari. Mais l'histoire est là, il y a les faits qui sont têtus. Quand le président de la République démissionne, Amadou Ahidjo, il va en Europe. Il va en Europe, dit-on, pour se faire soigner. Parce qu'il donne pour raison, il a les céphalées qui l'empêchent de travailler. Les migraines. Les migraines qui lui empêchent de travailler. Il dit donc qu'il aurait pu faire comme on lui avait dit, faire comme va te reposer. Il dit non, lui ne peut pas. Il s'en va donc. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il commence sa tournée. Il fait 6 provinces sur les 7. Il ne va pas dans la grande province du Grand Nord. Il va dans sa tournée avec des ministres en fonction. Il va au Nigeria pendant qu'il est président de l'UNC. Et naturellement, lorsqu'on ouvre le journal, on parle de lui patemment, le président Biya étant vice-président. Lorsqu'il organise des réunions, il arrive avant,
Non, il arrive après, le président, parce que c'est le président qui est vice-président. Je voudrais également dire, donc je dis donc que moi je doute un peu cette pensée, enfin je vais dire cette exposée sur laquelle il aurait voulu laisser également la tête du parti. La tête du parti. Même s'il avait voulu, je crois que par la suite, il s'est dit, il a un peu regretté d'avoir voulu d'être parti du truc. Je voudrais, excusez-moi, je voudrais peut-être rectifier sur la chance d'être l'aîné sur ce plateau. Donc il y a certains faits qui ont été évoqués qui pour moi ne sont pas totalement vrais. Par exemple, Charles Salé en 82 n'est plus là. Il a été Premier ministre. Il n'a pas été ministre en 82. Donc, à ce moment-là, il n'est plus là. La deuxième chose, c'est que lorsque le président Biya fait son gouvernement en juin 83, ça correspond avec Charles Salé est Premier ministre dans le gouvernement fédéral. Voilà. Oui, c'est-à-dire que pendant la République du Cameroun. Il était ministre, voilà, il était soit mais pas, je ne dis pas, au moment de 82. Au 82, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et puis en 61, avec la modification constitutionnelle et le passage à la République fédérale. Ce que je voudrais dire également, c'est que le président Biya, quand il arrive en 62, il commence comme directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, qui était Kim Bourmois. Oui. Donc il ne va pas directement comme chargé de mission. Comme directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Chargé de mission. Autre chose que je voudrais dire également, c'est que Célestin l'a dit, lorsque en 83 il revient, je veux dire que le président Biya essaie de prendre vraiment son pouvoir. Lorsqu'il nomme, il enlève le président Bello Bourma Maïgani, si je me trompe, pour mettre Ayandu comme Premier ministre par intérim. Il se trouve que dès le 22 août, il y a une tentative de coup d'État, 1983. Nous, on parle de 84, mais il y a un coup d'État le 22 août 1983 impliquant Salatou et Ibrahim. C'est à cette occasion que ce coup d'État a été déjoué par un certain Roland, qui est encore en fonction aujourd'hui, Étienne Roland, qui avait été appelé par ces gens pour pouvoir faire le coup d'État contre le président. C'est le lendemain que le président Aïdjo décide l'éclatement de la grande... non, c'est juste après que après cela que... Oui, le lendemain de ça que l'éclatement arrive donc. Ouais. Alors, docteur Issomba, je voudrais qu'on y aille immédiatement. Le président Aïdjo, le président Biya, quand il prend le pouvoir, discours d'investiture, il commence à évoquer, c'est vrai que Célestin semblait indiquer que moralité, mais bon, rigueur, lui il parle de rigueur et de moralisation. Il emballe ça dans un concept, le concept de renouveau. Quel est le contenu du concept de renouveau? Quand il parle de renouveau, le président Biya, est-ce que c'est un slogan semblable à celui du président Roosevelt aux États-Unis après la crise de 29 qui parle du New Deal sans contenu réel, ou bien fondamentalement cela en contenu? Quel est le contenu? Puisque tout à l'heure on l'a écouté sur le plateau, il était dans une logique de continuité. Alors peut-on être en train de parler de continuité et en même temps parler de renouveau? Quel est le concept, quel est le contenu du... Jiva, si vous en avez convenance, permettez-moi de me prononcer sur le profil du président Paul Biya, parce que les autres ont quand même touché un mot dessus. Moi, ce qu'ils n'ont certainement pas relevé, c'est que c'est la formation de base de Paul Biya qui est un catéchiste. Et vous savez, un catéchiste, comme un bon prêtre, c'est celui qui est toujours flegmatique, qui respecte toujours le supérieur hiérarchique, qui est toujours effacé. Et il faut l'avouer. Bon, les catéchistes de l'époque. Hein. Oui, non, lui-même, il a fait toutes ses séminaires. Voilà, séminariste, voilà. Il est dans sa formation de séminariste. D'Idéa et Akono. Voilà, d'Idéa et Akono. Je disais que sa formation de séminariste a donc formé, ou du moins, mis en lui tous les éléments nécessaires pour rester respectueux à la hiérarchie. Et moi, je pense que c'est sur cette base, sur ce point qui me semble important, que le président Aïdjo s'était justement appuyé pour pouvoir accorder toute sa confiance au président Paul Biya. Et ce qu'il faut noter, je vais rebondir à votre question, ce qu'il faut noter également, c'est quoi? C'est que en 1983, en 1984, quand le coup d'État est manqué, il se passe que l'Assemblée nationale préparait un projet de loi, ou du moins, il y avait un projet de loi qui avait été déposé par le gouvernement, qui avait voulu que le Premier ministre soit celui, en fait, qui exerce l'autorité de l'État et que le président de la République soit effacé.
Et à l'époque, qui est Premier ministre, c'est Bello Bouba Un peu comme si on revenait à un régime parlementaire. À un régime parlementaire où la couronne ne joue qu'un rôle superfétatoire. Absolument. Et finalement, cela est senti par le président de la République. Il enlève Bello Bouba comme Premier ministre. Il nomme Alain Luc, qui était donc Premier ministre par intérim. Et finalement, en la même année 84, il dissout totalement le poste de Premier ministre qui reviendra le 23 avril 1991. Alors, pour revenir à votre question, et en fait, il faut aussi signaler que Paul Biya a une légitimité constitutionnelle. Il n'avait donc pas une légitimité populaire. C'est pourquoi, sentant cela, il a fallu donc s'adosser sur une légitimité populaire. Il organise donc le plébiscite en 1985. Et c'est de là qu'on dit, vous voulez de Paul Biya comme président de la République, et tout le peuple s'est positivement manifesté. Alors, le choc, véritablement, a fait le choc pas d'une incidence protocolaire. Jamel l'a évoqué, entre qui devait arriver avant qui. Paul Biya est devenu président de la République et Ahidjo gardant la tête en tant que président de l'UNC. Le président a fignolé dans le protocole que Paul Biya était passé en avant. Or, il n'était pas passé du tout. Quand Ahidjo arrive, il se rend donc compte qu'il attend le président de la République. C'est là donc qu'est parti tout le duel qui a enchaîné tout ce que nous avons connu. Alors, quand le président Paul Biya évoque la question, s'appuie sur des concepts forts, rigueur et moralisation, ça veut certainement dire que sur la base du discours qui avait déjà été prononcé par le président Ahidjo, qui laisse des finances publiques saines, il a laissé une bonne gouvernance, Paul Biya, lui, il avait déjà perçu la mauvaise, j'allais dire la mal-gouvernance qui se positionnait déjà en filigrane, et d'où les concepts forts de rigueur et moralisation. Curieusement, que plus tard, lui-même, il n'a pas pu, implémenter à fond pour justement asseoir les principes qu'il avait développés autour de ces concepts forts. Est-ce qu'il faut donc dire, Célestin Diamène, que le tableau qui est peint par le président Ahidjo au moment où il quitte le pouvoir, présentant le Cameroun pratiquement comme un petit paradis, n'est qu'un discours politique? On peut dire aujourd'hui sans trop exagérer que le Cameroun était quand même un petit paradis sous Ahidjo. On va me traiter après d'anti-biaïste, mais je persiste à dire qu'effectivement, quand Ahidjo parle, les propos qu'il a couchés sur le papier, qu'il a prononcés, sont les propos qui sont extrêmement proches de la vérité. Une unité nationale consolidée, voilà. Des ressources nombreuses et variées, une économie en expansion continue, des finances saines, une justice sociale en amélioration, une population laborieuse, une jeunesse dynamique, de solides et fructueuses relations d'amitié et de coopération en Afrique et dans le monde. Et tout ceci était vérifiable. D'ailleurs, à l'époque, même les étudiants de Ngouakelé, à l'époque, avaient des bourses. Ils étaient des boursiers, ils étaient payés pour aller à l'école. Je voulais quand même, puisque je ne voulais pas que cette émission soit une émission polémique, il faudrait que ce soit une émission de pédagogie vis-à-vis de ceux et de celles qui nous regardent aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression. Donc, je voudrais dire que, tout à fait, je remercie d'ailleurs, Maître Biguel m'en va corriger sur Chala Salé, mais je reviens également sur Biya comme chargé de mission, sur la base de ce qu'a dit Maître Kaka. Effectivement, avant d'intégrer le cabinet de Tekim Mouma, M. Biya était chargé de mission dès son retour de Paris. Je voulais également dire à mon ami Maître Kaka que ce n'est pas sur la qualité managériale de Paul Biya qu'il est choisi, je ne pense pas. Je crois que c'est le destin. Hein. Qu'on le veuille ou non, le destin quelque part existe quand même. Parce qu'il y avait des ténors à l'époque quand même qui en imposaient dans le gouvernement. Donc Biya n'avait rien demandé, il était discret dans son petit coin, il n'était pas plus manager que quiconque, mais pourtant Ahidjo a mis l'œil sur lui. Donc on peut dire que c'est un coup du destin et puis il est parti comme ça. Maintenant, je pense que sur le régime constitutionnel de l'époque, c'est vrai que le Cameroun avait à l'époque un régime quasiment présidentiel. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que nous sommes vraiment entre le régime parlementaire, puisque le gouvernement est responsable devant le Parlement, et donc il engage un régime présidentiel, mais M. Biya l'a présidentialisé. Mais si on revient aux basiques de la Constitution, nous sommes un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel, et en termes de droit constitutionnel, on appelle ça un régime parlementaire. Bon, maintenant, je pense que le vrai problème qui se pose, c'est que, à l'époque, M. Ahidjo, je me souviens d'une interview aussi de Mme Germaine Ahidjo, quand Ahidjo arrive à Nice, en France,
il reçoit un appel, je crois, d'un ministre des Affaires extérieures, je crois que c'était Jean Lecanu à l'époque, qui lui demande pourquoi il a démissionné. Donc M. Ahidjo lui explique que voilà, il ne pouvait plus supporter, je pense qu'il a fait son temps, qu'il était fatigué, etc., etc. Donc, ce qui revient à conforter ce que vous disiez en préambule, en disant que M. Ahidjo au départ était sincèrement habité par l'envie de partir, de passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais finalement, c'est le comportement de son successeur qui l'a un peu échaudé, dans le sens que M. Biya n'a pas fait preuve d'une grande gratitude. Parce que très franchement, je me souviens toujours de ce voyage de Garoua où M. Biya va demander des conseils à son mentor, mais de retour, il fait exactement ce qu'il veut. Et c'est là, à mon avis, que le point de rupture arrive. Enfin, il semble que ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Non, pas du tout. Maître Kaka, sur la question du renouveau, le contenu du renouveau, vous le percevez comment? Lorsque le président Biya annonce en arrivant rigueur, moralisation, rigueur dans la gestion, moralisation des comportements, tout cela emballé dans une espèce de concept de renouveau, quel est le contenu? Oui, en fait, ce que je peux dire... Est-ce qu'aujourd'hui, ce contenu-là, il est toujours perceptible? Est-ce qu'il a été Non, déployé? ce que je tiens à faire observer, avant de répondre à cette question, c'est que pour mieux cerner les contours de la politique de renouveau national, qui s'articulait autour de deux concepts qui étaient forts chers au président Biya, la rigueur et la moralisation, il faut d'abord bien comprendre le texte dans lequel le président Biya trouve le Cameroun. Et c'est pour ça que, justement, je donne beaucoup de crédit, j'accorde beaucoup de véracité au bilan qui a été fait par le président Ahidjo lui-même. Il laisse une économie forte, il laisse une justice sociale en amélioration, il laisse beaucoup de points positifs. Et sur ce point, permettez-moi de le dire. Je pense que cela était vrai, parce que je suis de ceux qui pensent que le président Ahidjo avait récupéré l'idéologie de l'UPC. Dans ce sens que... Je ne pense pas qu'il avait... Oui, écoutez, laissez-moi finir. C'est laissez-moi finir. Oui. Il avait récupéré l'idéologie de l'UPC, en combattant l'UPC. En combattant l'UPC, justement, il avait articulé son action à la tête de l'État sur les trois objectifs que l'UPC s'était assigné. Premier objectif, l'indépendance. Deuxième objectif, l'unification des deux Cameroun. Et troisième objectif, l'élévation du standard de vie des Camerounais. Et lorsque vous faites effectivement l'exégèse de l'action du président Ahidjo à la tête de... C'est ce qu'il a fait. Ce qui fait donc en 1982, effectivement, le président Biya trouve un pays prospère. Le seul bémol dans l'action du président Ahidjo, c'était au niveau des libertés. Et j'allais dire de la négation de la démocratie. Et je pense que justement, lorsque le président Biya vient donc avec ces fameuses idées, ces fameux concepts de moralisation, parce qu'il faut qu'on comprenne très bien. Qu'est-ce qu'on devait moraliser? C'est les comportements qu'il fallait moraliser, premièrement. Et de deux, maintenant, il fallait instaurer beaucoup plus de rigueur dans la gestion des affaires publiques. Donc, il lui-même a reconnu, ça lui, il reconnaissait que le pays est prospère. Et si on ne met pas la rigueur dans la gestion, certainement que les choses vont très mal se passer et le bilan va devenir positif. Alors, et le bilan va devenir... Donc, je voudrais donc finir pour dire ceci. Que lorsque vous parlez du contenu du renouveau, sachez que le président Biya avait, comment dirais-je, des réformes à faire au niveau des libertés, ce qui a été fait. Il avait des réformes à faire au niveau des comportements individuels. Il avait des réformes à faire au niveau de la bonne gouvernance. Mais malheureusement, tout s'est passé comme si ces bonnes intentions se sont limitées au niveau des idées, que rien ne s'est implémenté sur le plan pratique. Voilà. Alors, donc Saint-Germain, le président Ahidjo laisse un petit paradis, mais il y a un certain nombre de difficultés que le président Biya perçoit et donc essaye donc de faire des réglages à travers ces concepts de rigueur, de moralisation. C'est le sens de l'analyse de Maître Kaka. Oui, Maître Kaka, il dit qu'effectivement, M. Biya a repris un petit peu, M. Ahidjo, pardon, a repris un petit peu les outils comment dirais-je, de revendication de l'UPC. C'est vrai, mais c'est vrai en partie seulement. Parce qu'en réalité, certes, Ahidjo a tout fait pour rassembler les Camerounais en créant l'État unitaire en 1972. Mais sur la partie indépendance, on sait très bien qu'aucun pays d'Afrique francophone, à ce moment-là, ne pouvait prétendre l'indépendance.
même si on les avait proclamés en 60, officiellement 61 pour les autres. Donc il ne pouvait pas y avoir l'indépendance. Et en tout cas, Ahidjo savait parfaitement bien que, d'ailleurs, le folkartisme, la France-Afrique était bel et bien vivante à l'époque. Donc Ahidjo ne se faisait aucune illusion. Il n'y avait pas d'indépendance possible. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, je ne pense pas qu'on soit totalement indépendant. Maintenant, sur la réunification, je suis totalement d'accord avec toi. Quand Oumniobé réclamait la réunification des deux Camerouns, effectivement, Ahidjo avait cette obsession-là de mettre les deux Camerouns d'accord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il supprime le poste de vice-président de la République. Maintenant, je crois que, sur le fond, il faut également rappeler que ce concept de rigueur et de moralisation, c'est pour Paul Biya un slogan creux, parce qu'il ne croit pas un instant. D'ailleurs, dans son discours introductif, il reprend les propos d'Ahidjo en disant que les caisses sont pleines. Et qualifie Ahidjo de géant de l'Afrique, de géant tout court de l'histoire, qui est entré dans l'histoire. Donc, en fait, il s'inscrit dans la continuité, en vérité. Ce qui se passe, c'est que Biya n'a absolument rien à améliorer, parce que il doit être dans la continuité, il doit maintenir, stabiliser les acquis d'Ahidjo. Enfin, il n'y a aucune velléité à ce moment-là. Bien sûr, on parle du renouveau, il faut bien que quand on crée un nouveau parti, enfin, on transforme l'UNC, il faut bien un nouveau slogan. C'est tout ça. Mais dans le fond, il n'y avait aucun changement fondamental. Mais c'est une question de crise de relations humaines entre les deux hommes. Alors, est-ce qu'il faut parler donc de rupture ou de continuité, Maître Joseph-Claude Biliga? Je veux prendre à tout hasard comme ça un ou deux exemples. On se souvient qu'avec le président Ahidjo, sur le plan économique, il avait un système, le développement autocentré, c'est comme ça que ça se autocentré. Alors, et puis après, le président Biya arrivait avec pour le libéralisme communautaire. Oui. Je ne prends que cet exemple-là. Est-ce qu'on peut dire que là, pour prendre cet exemple-là, est-ce qu'on est en rupture ou bien on est en continuité? Il n'y a aucune personne qui remplace l'autre ne peut rester dans une continuité totale. Le jour où il y a passation des services, on a tendance à dire oui, ça a été bien fait, et on va féliciter celui qui est parti, et on va dire qu'on fera comme lui. Regardez le roi Mohamed VI. Il a fait une rupture avec son propre père. Regardez Kabila fils, c'est pas la même chose. Regardez Ali Bongo avec son père, c'est pas la même chose. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez sur une longueur, je veux dire sur un temps important, marcher sur les pas de votre prédécesseur, c'est impossible. On peut l'exprimer, mais dans la pratique, c'est pratiquement ça. Donc, chacun veut implémenter sa politique, chacun veut laisser ses empreintes lorsqu'il fait un passage, par exemple, à la tête de l'État. Donc, lorsque le président de la République, Paul Biya, dit qu'il va continuer, parce qu'il donne des mots élogieux ce jour-là. Il parle de lui, ce prédécesseur, qui n'a pas failli, lui ne faillira pas, mais par la suite, n'oublions pas que le président de la République, Paul Biya, comme on l'a dit, a monté des échelons, la gravi des échelons. Il connaît très bien la haute administration. Il était secrétaire général, il était Premier ministre, et les services, par exemple, de renseignement dépendent du Premier ministère. Donc, il est quelqu'un qui est suffisamment informé, qui connaissait très bien le pays. Et donc, quand il parle de rigueur de moralisation... Donc, quand il parle de rigueur de moralisation, c'est de quoi il s'agit. N'oublions pas qu'il y a eu des gens qui ont été mis en prison, des fonctionnaires, pour détournement des deniers publics pendant cette période-là. Je ne citerai pas les noms ici, mais on en connaît. Non, le problème, c'est pas... On n'a pas fait des statistiques pour savoir quel est le nombre qui ont été mis en prison. Mais moi, ceux que je connais, ils sont nombreux, qui ont été condamnés, qui a 20 ans, qui a 10 ans, etc., pour détournement de deniers publics. Donc je dis, il ne faut pas qu'on pense que pendant l'époque de Paul Biya, c'était un paradis, je veux dire, même au niveau de la gestion des finances publiques, et que c'est après. Donc le président de la République, Paul Biya, j'imagine, qui a connu cela, quand il vient, il dit, moi, j'apporte un renouveau, je change ce qui n'a pas bien marché. Pour moi, je mets la rigueur, la moralisation. Le seul bémol qu'on peut mettre dans cette déclaration, c'est qu'en fait, à l'épreuve, on s'est rendu compte que parfois, ça n'a pas été ça. Alors, docteur Essomba, aujourd'hui, si on veut évaluer le chemin parcouru par ce concept, rigueur et moralisation, où en est-on? Si on prend par exemple, l'exemple qui est évoqué ici par Maître Joseph-Claude Biliga, par exemple sur le domaine de la morale publique, il indiquait qu'à cette époque, on avait déjà un certain nombre de velléités, de détournements ou c'est pas de corruption, avec des mesures qui étaient prises par le président de la République, par l'exécutif dans tous les cas. Il parle même déjà des gens qui étaient interpellés et jetés en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que
ces concepts ont été implémentés dans leur plénitude? Je dois d'abord, pour donner suite à votre question, relever qu'il s'agissait d'une continuité, mais qui a connu une fracture relationnelle entre ces deux hautes personnalités de l'État, qui, on le sait bien, ont été tenues durant un certain moment, qui entretenaient de très bonnes relations. Maître Kakala a évoqué à la formation du premier gouvernement, je crois que c'est Célestin qui l'a souligné avec pertinence, le président s'est rendu auprès de son illustre prédécesseur pour en avoir, pour qu'il ait un certain nombre de personnalités qui vont l'accompagner dans ce processus. Alors moi, ce que je voudrais évoquer, c'est quoi, pour répondre à votre question? Il faut avouer que la question de la rigueur de la moralisation qui est évoquée, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le président Paul Biya s'était déjà rendu compte que des questions de mauvaise gouvernance apparaissaient en filigrane. La preuve, vous le savez, le 4 avril 1961, le président Feu Ahidjo avait créé le tribunal criminel spécial qui revient aujourd'hui en 2001. Les gens ne le savent pas. C'est vrai. Pourquoi? C'était pour lutter contre quoi? Pour lutter contre deux choses. La première chose, c'était d'abord les malversations sur la fortune publique. Et la seconde chose, bien évidemment, portait sur les chefs traditionnels qui refusaient de reverser l'impôt qu'ils collectaient sur leur population. Donc vous comprenez que ces concepts que justement Célestin Djamel qualifie de creux avaient toute leur, leur raison d'être. Leur pesant d'or. Parce qu'en réalité, un monsieur qui maîtrisait de manière parfaite l'administration, comme le président Paul Biya, il savait déjà où étaient situés les petits vices, et venant au niveau de la magistrature suprême, il savait que sur ces concepts-là, et que s'il les applique, il va justement s'inscrire dans la logique qui était justement implémentée par son prédécesseur. Maître Kaka, est-ce que ces concepts-là, est-ce que ces valeurs telles que présentées par les uns et les autres ont permis au Cameroun d'avancer aujourd'hui, 33 ans après? Est-ce qu'on peut dire, on peut adresser un satisfait? Non, pour répondre à votre question, je peux vous dire de manière péremptoire que ces valeurs n'ont pas permis à notre pays d'évoluer. Pas parce que, j'allais dire, pas parce que ces valeurs manquaient de contenu, non. Parce qu'il faut quand même que cela soit dit en passant. Le président Biya n'a jamais eu un problème au niveau des idées, il a de très très bonnes idées. Mais on a le sentiment que ces idées ont de la peine à se concrétiser sur le terrain pour deux raisons. La première raison, en fait, c'est que c'est un constat personnel que j'ai fait. J'ai toujours l'impression qu'il commet beaucoup d'erreurs de casting au niveau du choix de ses collaborateurs. Parce que lorsqu'il prend le pouvoir en 1982, c'est vrai, ce que vous avez dit tout à l'heure était très pertinent, il a donné l'impression de continuer sur la même lancée que son prédécesseur. Il a continué pratiquement avec les mêmes collaborateurs que son prédécesseur. C'est après le 4, après la tentative de coup d'État du 6 avril 1984. C'est avant. Il a parlé d'août 83. Ce que vous évoquez qu'il a parlé retentissant, oui, c'est 83 et celui qui a donc connu une solennité. Mais aussi. Voilà. Attends, mais en août 1983, nous avons marché à Yaoundé. Il y a eu de la marche. Mais maintenant, je me confonds avec la sortie de la garde présidentielle en 84. Non, je ne confonds pas. Pas du tout. D'accord. Ok, allez, continuez, Maître Kako. Je voulais dire ceci. Je ne confonds pas du tout. Après le 6 avril 1984, le président Biya a littéralement changé de cap. Il ne faisait plus confiance aux ex-collaborateurs de son prédécesseur. Il a formé donc sa nouvelle équipe. Et curieusement, sa première nouvelle équipe était majoritairement constituée de ses anciens camarades de classe de séminaire et tout. Vous avez constaté que même quand il crée la télévision nationale en 1985, il confie la télévision à Etoga Elifroa, qui était son camarade de classe. Donc il commence d'abord par ce. Malheureusement, ces camarades de classe ne lui ont pas donné satisfaction. Il a été obligé de changer également de cap. Et il a fait ce qui était plus grave. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Conséquence, les concepts de rigueur, moralisation sont restés des slogans. N'ont pas pu produire le fait escompté. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous regardez les nominations qu'il fait, vous allez constater qu'il fait majoritairement confiance
aux gens de sa région. Il y a beaucoup de tribalisme dans les nominations qui fait que le rendement on ne peut pas trouver le rendement. Donc la conséquence c'est que même s'il a au départ des idées positives, des idées qui peuvent changer le pays, sur la réalité on se rend compte que ces idées ne produisent pas le fait escompté parce que le casting est mal fait. Conséquence, il donne de la place à l'approximation managériale. Rigueur, moralisation, 20 mots à cause d'un mauvais casting régulier. Oui, je ne pense pas qu'il y ait un mauvais casting. Vous savez que je n'ai jamais considéré le président Biya comme un homme politique. C'est un haut fonctionnaire qui a bien lu Machiavel. C'est ça qui fait sa force. C'est-à-dire qu'il est spécialiste dans la manipulation des hommes. Il n'est pas imprégné, malheureusement, comme Aïdjo, d'une grande idée du Cameroun. Il n'a pas une certaine idée du Cameroun. Il a une certaine idée de garder son fauteuil. Et je crois, malheureusement, pour les Camerounais, qu'en matière de conservation du pouvoir, il n'a pas d'égal au Cameroun, malheureusement. Or, un chef d'État, en Afrique même d'ailleurs, merci, docteur Essomba, je crois malheureusement qu'un homme politique doit être habité par la grandeur de son pays. Parce que Aïdjo, quoi que disent les UPCistes, pour lequel j'ai beaucoup de respect, ça reste pour moi un grand patriote. Donc aujourd'hui, quand on voit les acquis d'Aïdjo, on ne peut pas dire que le Cameroun a avancé, si ce n'est avancé à reculons. On prend simplement sur le plan économique. Nous avions avant 1982 des vrais salaires. Moi, au coût moyen 2, mon instituteur de CM2 touchait 80 000 francs. Lourd, CFA, sans l'évaluation. Je ne parle même pas des instituteurs, des professeurs dans l'enseignement supérieur et au collège et lycée. Donc, aujourd'hui, on a quoi? On a déjà signé une grosse partie des accords APE ou MCO-APE qui vont assassiner quasiment l'économie du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui à un taux de croissance d'à peine 5%, alors qu'à l'époque, nous avions un taux de croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, les services sociaux ont quasiment disparu. Nous avions les premiers soins dans les hôpitaux qui ont complètement disparu. Nous avions 2 grands salles omnisports laissés par Aïdjo. Aujourd'hui, ils sont dans un état d'élaborement totalement avancé. Je peux prendre le cas de la justice, où on a des magistrats qui sont complètement, pour certains d'entre eux, complètement des magistrats de petite vertu, qui sont souvent achetés dans certains dossiers. Nous avons des prisons surpeuplées. Nous avons des sureffectifs. Non, pour moi, il y avait moralisation de quoi? Puisque M. Biya reconnaît que son prédécesseur avait mis le Cameroun sur les rails. Alors, donc, je termine en disant, je crois qu'Ahmed Biega, qu'au fond, le style et la rupture, il n'y a pas de rupture entre Ali Bongo et Omar Bongo, je suis désolé. La vraie rupture, c'est quand vous changez radicalement d'option. Ali Bongo n'a pas changé d'option. La vraie rupture, c'est entre Khrouchtchev, par exemple, et Staline, entre Yeltsin et Gorbatchev, entre Gorbatchev et Tchernenko, entre, par exemple, Mitterrand et Giscard. Voilà la rupture. Ce n'est pas simplement une question d'homme. Il faut bien que les choses soient mises sur pied et qu'on sache de quoi on parle quand on parle de rupture. Alors, Maître Joseph Biya, quels sont les obstacles qui sont dressés sur le chemin du renouveau de manière à ce qu'aujourd'hui, on ne soit pas en mesure de palper les résultats de ce renouveau, de ces concepts de rigueur et moralisation? Oui, mais moi je pense je voudrais quand même un peu revenir en arrière parce que je ne veux pas laisser passer ce genre de déclaration. Je tiens à indiquer que tout à l'heure on a dit que le président Biya avait changé le gouvernement qu'il avait concordé avec Aïdjo à Garoua en juin 83. C'est pas vrai. En juin 83, le président Mitterrand est au Cameroun. Il trouve qu'entre Paul Biya et Aïdjo, ça ne va pas du tout. Il va donc à Garoua et son objectif, c'est de pouvoir les concilier. C'est là-bas qu'il ne parvient pas à les concilier. C'était avant ça, hein? Avant, non, le premier gouvernement de Paul Biya est fait après qu'il ait prêté serment le 6 novembre. C'est là où il nomme le premier ministre Bello Boba. Et en juin, il enlève Bello Boba, juin 1983, il nomme Ayan Luc, enlève Sadou Daoudou, qui était le ministre des Armées depuis des années, pour mettre Maïkano Abdoulaye. Je crois que c'est ça la réalité. Donc c'est à ce moment-là que la rupture intervient. Parce que quelques temps après, le président Aïdjo prend ses bagages, va prendre un vol Camer, un vol commercial, et il va à l'étranger, il ne reviendra plus jamais. Voilà comment ça s'est passé. En 1984, il est parti. Donc, dès ce moment-là, il y avait déjà la rupture. Je vais le dire de cette manière-là. Maintenant, pour le conseil que Biya a reçu d'Aïdjo, ça ne dément pas les conseils que M. Biya a reçu d'Aïdjo. Justement, à s'exiler. Non, il était déjà parti. Aïdjo est condamné par contumace. Il n'est plus au Cameroun.
Quand en 80, mais il est parti avant. Voilà, oui, justement. Il est parti on avant. dit pas le Non, contraire. Avant 84, Mais il a bien demandé conseil à Aïdjo. Il était parti Faut pas- avant. Je dis donc le président Mitterrand était en France à Garoua Avec Yannick Noah, on le sait, avec oui. le président Biya et le président Aïdjo pour essayer de les concilier. Maintenant, peut-être que vous pouvez revenir sur votre question. La question c'était quels sont les obstacles qui sont dressés sur le chemin du renouveau de manière à ce qu'aujourd'hui on a du mal à palper les résultats de la rigueur et de la moralisation qui constitue le cheval de bataille du président Biya à son entrée, à sa prise de pouvoir en 82. Il y a une chose qui est quand même vraie. C'est que lorsque le président de la République parle de rigueur et de moralisation, tout le monde y croit. Mais il y a une interview qui lui est faite, et dans laquelle il dit, parlant de la corruption et des détournements, il demande des preuves. Je pense que ça a été je ne sais pas comment qualifier ça, mais dès ce moment-là, je pense qu'un déclic, ça, c'est comme s'il donnait de la licence aux gestionnaires de la fonction publique. La prime au détournement. La prime au détournement. Je crois que ça a été un problème. Et lorsqu'il revient par la suite avec le TCS et autres, on a l'impression que, en fait, le président de la République aurait été, je ne voudrais pas dire l'instigateur, mais je dis peut-être que par cette phrase-là, par le fait qu'il a pu dire aux Camerounais qu'il n'y avait pas de preuves contre les détourneurs qui, nous avons dit que l'homme le plus informé, donc il devait sans doute être informé, ça a dû être un problème. Maintenant, faut quand même pas non plus rester sur ces paroles-là et se dire que depuis, il y a quand même le tribunal spécial qui a été mis en place, qui essaie de faire un travail relativement important. On peut, comment je dis ça, pérorer sur le côté politique ou le côté à tête chercheuse d'inculpation, mais je dis que ça donne quand même une ligne, c'est-à-dire la volonté de pouvoir aller de loin. Mais n'oublions pas non plus également que entre 82 et 86, à 86, dès 86, il y a la crise économique qui arrive. Elle a obligatoirement impacté sur le développement du pays. Ça, c'est une clé. Et cette crise économique a obligatoirement impacté également sur les mœurs, sur la moralisation. Parce qu'un parent, tout à l'heure, vous disait, l'enseignant qui avait 80 000 et qui se retrouve avec 30 000, vous croyez qu'il va vivre comment? L'infirmier ou le greffier qui avait cette somme, qui a eu son salaire diminué de 2 tiers, il va créer un poste de péage là où il est. Et du coup, je veux dire, comment on appelle ça, la corruption va revenir avec... Donc la diminution des salaires... La diminution de salaire couplée en 1990 par la dévaluation CFA ont eu un impact sur la moralisation de... Est-ce que c'est le seul élément qui peut expliquer, Dr Issomba, qu'on ait eu du mal à implémenter fondamentalement ces concepts de rigueur de moralisation? Il faut quand même rappeler qu'à un moment donné, on a parlé des plans quinquennaux dans ce pays pour rester dans le domaine économique, notamment sous Aïdjo. Avec le président Biya, on n'a pas eu le sentiment qu'on s'est inscrit dans la même logique. On a eu l'impression qu'il y a eu comme un fléchissement. Est-ce que ces difficultés-là, ou bien ces choix, cette décision, un tout petit peu problématique, n'ont pas contribué également à compliquer la situation? Pour réagir à votre question qui est pertinente, moi je pense que ce qui a artificié ces concepts de rigueur et moralisation, c'est justement, et c'est là que le point fait mal, et c'est là que la question a chaud, c'est cette question de la corruption. Moi je vais vous dire, le président de la République a passé et continue de passer, parce qu'il commence en 90, comme l'a évoqué M. Biga, en 86, les velléités attentatoires à la fortune publique commencent à se manifester et il a fait une sortie médiatique pour en demander les preuves. C'était un peu comme une façon de les instiguer à porter atteinte à la fortune publique. Mais le président commence une véritable bataille sur la corruption en 1990. Et c'est pourquoi ça fait 25 ans aujourd'hui que tout son mandat est articulé sur la lutte contre, j'allais dire, cette hydre sociale, cette pathologie sociétale qui atteint aujourd'hui des proportions endémiques. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Aujourd'hui, le président de la République, on se rend compte, a mis sur place un foisonnement des structures pour lutter contre la corruption. La NIF, la CONAC, EPV, l'article 66,
le Conseil supérieur de l'État, à travers le Conseil de discipline budgétaire et financière, vous voyez que toutes ces structures se sont révélées incompétentes à juguler, à éradiquer le phénomène de la corruption. C'est pourquoi il a rebondi en 2011 avec la création du tribunal criminel spécial, qui aujourd'hui, ma foi, est contestable sur tous les coups, surtout au niveau de sa finalité, la finalité de sa sanction, qui développe le principe de voleur-payeur. Vous vous imaginez, monsieur Duval, je vole 50 millions, je l'ai fait fructifier dans une banque, on m'arrête au moment de l'enquête, je ne passe pas aux aveux complets. Dès que je suis en affaire de jugement, je passe aux aveux complets, je restitue les 50 millions. Et quand je les aurai gardés en banque, quel est le profit? Donc moi, je pense qu'il faudrait, moi, pour ma part, je pense que le renouveau est artificié par cette hydre, j'allais dire cette hydre qui mérite d'être combattue à la dernière énergie. Vous ne pouvez pas vous imaginer, en 61, quand Ahidjo installe le tribunal criminel spécial, vous voliez 1 million. Vous êtes condamné à une peine de perpétuité à travaux forcés. Regardez, M. Duval, 1 million perpétuité et à travaux forcés. Or, aujourd'hui, on vous dit, vous restituez, on peut vous libérer. Et je crois qu'on doit s'achoper sur cette question de la restitution du corps des délits entre Maître Kak et moi pour justifier qu'en réalité, ça relève du principe voleur-payeur. Et dans un contexte comme le Cameroun, on ne pourra pas atteindre efficacement les résultats avec de telles conceptions. Maître Kakak, on a avancé le renouveau demain. Non, avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir sur 2 ou 3 choses. Hein. Parce qu'en fait, je peux être d'accord avec mon confrère aîné, Maître Jacob Liga, sur ce qu'il a dit par rapport à la crise économique qui frappe le Cameroun depuis 1986. Et pas seulement le Cameroun. Hein. Bon, d'accord. Je suis d'accord peut-être sur ce point. Je suis également d'accord avec mon ami Dr Somba quand il met en exergue les difficultés qu'ont les différentes structures mises en place par l'État. La corruption qu'il pose est très, très pertinent. Mais ce que j'aimerais quand même redire sur ce plateau, c'est que l'une des causes de l'échec de la politique du président Biya depuis 1982, c'est qu'il n'a jamais privilégié les mérites dans ses nominations. Non, c'est pas vrai. Vous comprenez? Non, non, je vous dis une vérité. Non. Il n'a jamais privilégié les mérites. Quand lui-même, il y a 2 ans, il vient dire que notre pays est victime de l'inertie, il a déploré l'inertie de son propre gouvernement. Pourquoi ce gouvernement est inerte? Parce que justement, beaucoup de membres de ce gouvernement n'ont pas le profil d'emploi. Il ne faut pas se leurrer. Parce que même les difficultés que le docteur Somba relevait tout à l'heure par rapport au TCS, c'est parce que justement, ça je le dis très sincèrement, c'est parce que on a l'impression que même si ce pourquoi cette juridiction spéciale a été créée est fondée, ça veut dire lutter contre la délinquance économique et financière. Et la restitution du corps du délit. Oui, mais ce n'est qu'une manifestation. Ce n'est qu'une manifestation. Mais en fait, je pense que l'objectif, le leitmotiv de la création de cette juridiction, c'était de lutter contre la délinquance économique et financière. Le motif est louable. Mais seulement dans l'implémentation, dans l'action pratique de cette juridiction, on a l'impression que c'est une juridiction à tête chercheuse. On a l'impression que c'est un instrument que le régime s'est doté pour régler des comptes. C'est pour ça justement, parce que je vais finir. Oui. Donc, moi je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles. Mais le principal, c'est le manque de mérite dans les nominations. Il faut qu'on rentre à l'école du mérite. Il faut qu'on rentre à l'école ordinaire. Chaque fois qu'il faut nommer des gens, il faut privilégier leur profil. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de pertinent. Je ne sais pas qui l'a dit, que bon, on a eu l'impression que le bilan du TCS est négatif sur toute la... Alors, on fera certainement une autre émission sur le TCS. Jamais on est pratiquement à la fin de l'émission. La question que je vais poser, c'est... Alors, aujourd'hui, 33 ans après le renouveau, il faut le réorienter ou bien il faut complètement l'aplatir? D'abord, avant de répondre à cette question, Duval, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre le TCS de M. Ahidjo, qu'a évoqué le docteur Essomba, et le TCS de M. Biya. C'est le jour et la nuit. D'un côté, pour ce qui concerne Ahidjo, il était, encore une fois, pardon de me répéter, imprégné d'une idée de mettre en place des structures à titre préventif. C'est un homme qui aimait la rigueur véritablement et la discipline. Le TCS de M. Biya est la démonstration que la corruption est devenue endémique
C'est pour ça qu'il crée le TCS. D'ailleurs, quand vous regardez l'histoire du juge Schlick, qui avait acquitté carrément sur 4 chefs d'accusation M. Atangana Bara, d'ailleurs, ce qui aboutit à la suppression du second degré de juridiction. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du TCS, il n'y a pas de double degré de juridiction. On passe directement au pouvoir en cassation. Parce que le juge Schlick, qui a fini par être convoqué à Etoudi, a failli libérer Atangana Mebara. Et pourtant, il a agi en conscience en tant que juge. Donc, le TCS de M. Aïdjo n'a strictement rien à voir avec celui de M. Paul Biya. Je veux revenir sur la justice. Nous avons actuellement au Cameroun à peu près 30 000 détenus, donc pratiquement la moitié en préventive. Ça n'est pas normal. Bon, c'est vrai qu'à l'époque d'Aïdjo, il y avait un seul parti, il y avait Tcholiré, Mantoum et Yoko, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand même, certaines libertés sont piétinées. On a vu récemment sur Equinox, cette même chaîne, dans cette même émission, un invité être enlevé par la police politique, les barbouzes, M. Paul Biya, il faut le dire. C'est inacceptable dans un pays qui se dit démocratique. On ne peut pas venir enlever un panéliste dans un pays normal, sans aucun mandat, dans un groupe privé de presse ou de télévision. Ce n'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, les libertés sont en recul. Il n'y a pas eu d'avancée. Je prends un exemple simple. Sur le plan de l'enseignement secondaire, évidemment, il y a une prolifération de lycées poubelles, mais en vérité, le niveau a baissé. Aujourd'hui, à l'époque, quand on avait 7 de moyenne, on était collé au bac ou au probatoire. Aujourd'hui, à 7 de moyenne, on passe le bac, on réussit le bac ou le probatoire. Alors, donc, la question, je reviens à la question du départ. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réorienter le renouveau, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit nettement plus efficace, ou bien il faut l'aplatir? Je pense qu'il ne faut pas se limiter aux causes apparentes. Les causes profondes, c'est la mentalité des gestionnaires de ce pouvoir. Est-ce qu'on a envie de voir le Cameroun grandir et devenir un pays et occuper le rang qu'il avait à l'époque? C'est-à-dire le premier rang tout au moins en Afrique centrale. Je pense qu'on ne peut pas le dire de la volonté de ces hommes politiques qui nous gouvernent aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on essaie de nettoyer le personnel politique, qu'il y ait une autre génération, une autre race d'hommes politiques capables de mettre un véritable cap qui va porter le Cameroun, non pas à l'horizon 2035 sur l'émergence, mais qui va changer radicalement la manière de voir les Camerounais. Aujourd'hui, on n'a pas les hommes qui animent cet espace politique, et il faut que la génération des gérontocrates qui sont là aujourd'hui puisse partir pour que ceux que nous représentons aujourd'hui, nous voulons faire la politique autrement, puissent venir et puis essayer de tout faire pour changer la politique. Alors, Maître Claude Biliga, le renouveau, son avenir? Moi, je pense qu'en fait, tout est dynamique. Lorsque c'est statique, on meurt. Donc, d'une manière générale, le renouveau doit se reformer, doit se faire une mue pour pouvoir aspirer, pour pouvoir, je veux dire, ça combler l'aspiration du peuple. Je ne pense pas que, comme le dit mon ami Saint-Germain, c'est pas le changement du PSE, du SDF que cela va changer, pas grand-chose. Moi, je dis, celui qui a donné le concept du renouveau, qui en connaît les tenants de l'aboutissant, peut pouvoir réorienter ce concept pour que les Camerounais s'y retrouvent. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que tout est noir. Pas du tout. Autant je dis, quand nous étions en fac, on avait la bourse. Autant je dis qu'il y avait des choses qui allaient bien, il y a d'autres qui sont améliorées. Aujourd'hui, même dans les petits villages, vous trouverez les centres de santé intégrés. Vous trouverez des infirmières au moins. Vous trouverez des écoles partout. Et avant, il n'y en avait pas. Comme tu dirais, moi, je faisais 25 km à pied pour aller à l'école. Il y a quand même des choses positives. On a des hôpitaux généraux où, aujourd'hui, la dialyse, l'hémodialyse, les dialyses, on les fait ici alors qu'il fallait aller à l'extérieur. Moi, je dis qu'il y a des choses qui ont été faites. Regardez l'hôpital gynéco-opticien pédiatrique de Yassa. J'étais dernièrement avec des médecins italiens dans le cadre du mouvement rotarien. Quand nous sommes arrivés là-bas, ces médecins nous ont dit, même chez nous, on n'a pas des hôpitaux comme ça. Ils nous l'ont dit, parce qu'on avait fait les tours de certains hôpitaux. Quand on est arrivé là-bas, ils nous ont dit, mon Dieu, on est arrivé là où on devait arriver. Il n'y a pas d'hôpitaux comme ça. Je dis quand même qu'il y a des choses qui s'améliorent. Le stade sont en train d'être construit en Guémé un peu partout. Il faut que ça s'améliore. C'est une réalité. Et cela passe par l'implication de nous tous. Il ne faut pas penser tout simplement qu'il faut venir à la télévision gueuler, dire que tout ne rien ne marche. Chacun a son niveau. J'aime prendre un exemple qui est SEM, Duval. Dans toutes les communes de Douala, on a institué des jours de travail manuel. La journée citoyenne. Moi, je suis Douala 5e.
tous les jeudis matins, c'est fermé. Les gens ferment leurs boutiques. Devant leur maison, il y a de la saleté. Devant leur maison, il y a les poubelles. Devant leur maison, il y a les herbes. Personne ne prend la matière pour pouvoir enlever les herbes. C'est bien qu'ils doivent venir enlever les herbes. Non, c'est les maires. Les maires surtout Moi, RDPC. je dois dire, Duval, pour fermer le débat, que je suis tombé à l'admiration d'une émission d'une chaîne sœur et non concurrente, la CRTV, une émission de Présidence Actu présentée par Marc Mojom, qui a relayé les discours du président de la République de 1990 jusqu'en 2014, de lutte contre la corruption. Et à partir de là, moi je pense que pour que ce gouvernement arrive jusqu'au bout et qu'il satisfasse les besoins élémentaires des Camerounais, il faudrait que le président de la République, s'entoure des bons collaborateurs. Bon, moi je parle du renouveau, hein, le gouvernement. C'est trop tard. Et moi je pense également, en fait, pour chuter, aisément, en disant que je pense que depuis 32 ans, le président de la République a levé les yeux vers le ciel, cherchant certainement des stratégies divinatoires pour davantage conserver le pouvoir. Mais il est temps donc que le président baisse les yeux vers le sol, vers la terre, pour prendre en compte et s'approprier véritablement les réalités des souffrances des Camerounais et les résoudre. Et par là, vous verrez, quand vous êtes affamé, vous ne pouvez pas faire de la politique. Et si vous avez bien mangé, vous allez vous foutre le camp de celui qui est à la tête de l'institution de la magistrature suprême de l'État. J'espère qu'il n'y a pas de clin d'œil de luisant vis-à-vis du pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que ce que M. Biya n'a pas pu faire à 50 ans, il ne le fera pas à 82 ans. Maître Kaka, vous voulez ajouter quelque chose? Donc, il faut simplement que la démocratie arrive au Cameroun, que le texte qui permet, le texte luisant qui permet l'alternance au Cameroun puisse ne plus être taillé sur mesure pour un seul parti, que toutes les forces vives du Cameroun puissent participer à l'élaboration de ce texte qui est le code électoral, qui est aujourd'hui truffé d'amalgames, et il est impossible d'assurer une alternance avec ce code électoral. Ce n'est pas possible. Maître Kaka, vous voulez conclure? Non, je voulais simplement dire que le renouveau, ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, mais à mon humble avis, ce qui s'impose aujourd'hui, c'est le changement de son contenu. Ce renouveau ne peut produire l'effet escompté que si le président Biya place véritablement l'intérêt du peuple camerounais au centre de son action. Je pense que beaucoup de choses seront faites. Et sur ce point, je rejoins entièrement le Dr Somba, qui dit qu'il doit commencer à regarder maintenant au sol pour voir comment vivent les Camerounais. C'est trop tard. Et c'est de cette manière-là que le Cameroun pourra sortir de l'ornière. C'est vrai qu'il nous parle de l'émergence à l'horizon 2035. Mais j'ai peur qu'avec cette émergence qui est aujourd'hui aux urgences, qu'on ne s'en sorte plus. C'est ce que je voulais dire pour comprendre. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à vous, Maître Kaka, d'être venu sur le plateau de 237 le débat. Merci, Duval. Je pense que l'échange a été convivial et surtout très, très édifiant pour le Cameroun. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci également à vous d'être venu, Célestin Diamène. Merci Duval pour cette émission fort éducative et pédagogique. Je crois que le Camerounais, je l'espère en tout cas, ont dû en tirer un peu de profit. Merci, Maître Joseph-Claude Biliga, d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur ce plateau. Oui, c'est avec plaisir que je viens chaque fois pour essayer d'apporter ma contribution à l'histoire de notre pays, au développement de notre pays. Merci également à vous, docteur Isomba. Merci Duval. Je voulais quitter en disant au président de la République que la vieillesse n'est pas un signe d'incompétence. Les Camerounais lui font encore la nature impose sa loi. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de 237 le débat. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre édition. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre livraison. Excellente semaine à tous et à très bientôt. Au revoir.